à tous. Je crois que le petit film vient de nous éclairer sur les termes du débat que nous aurons ce matin, en compagnie d'un plateau tout à fait divers de librairies et de représentants de la diffusion. Les achats, les retours. Est-ce que c'est la chronique d'un affrontement? Est-ce que c'est celle d'une coopération? Est-ce que nous pouvons maîtriser? Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce que les relations que nous avons avec les représentants sont celles que nous souhaitons avoir? Est-ce que surtout, peut-être, l'information dont nous disposons est suffisante pour vraiment que nous puissions parvenir à ce type d'objectif? Alors pour traiter de ces questions-là ce matin, je vais juste vous présenter les personnes qui sont ici. On va aussi en filigrane parler de ce projet très important pour le SLF qui est l'Observatoire économique de la librairie, que Laetitia Barabès vous présentera juste après cette petite introduction. Et je vais juste faire un tout petit point d'ordre pour les débats qui suivront. On va essayer de découper l'atelier en deux parties. Une première heure à peu près, où chacun ici fera état de son expérience, de ses projets, de sa façon de voir cette question si cruciale. Et puis un débat évidemment avec vous après, durant lequel il serait très agréable pour tous les participants que vous vous leviez lorsque vous posez une question ou que vous intervenez et que vous vous présentiez. Voilà, donc je vous remercie d'avance de bien vouloir suivre cette règle du jeu, étant entendu qu'il est toujours beaucoup plus facile pour les uns et les autres de s'adresser à quelqu'un dont on sait d'où il parle. Voilà, je vous remercie. Alors, le plateau ici réunit trois librairies de trois tailles différentes. Anaïs Massola, Le Rideau Rouge à Paris. Anne Martel, la librairie Martel à Amiens. Jean-Marie Aubert, Masséna à Nice, en compagnie de Pascale Buette, directrice de la diffusion Flammarion, et Francis Lang, directeur commercial de Hachette. Je vais laisser tout de suite la parole à Laetitia pour la présentation des grands objectifs de l'Observatoire économique de la librairie, mais on y reviendra probablement plusieurs fois tout au long de l'atelier, de manière à illustrer cette question de l'information. Alors bonjour à tous. Donc les grandes lignes, les grands objectifs de l'Observatoire, c'est avant tout un outil de mutualisation. Donc les libraires connectés à l'Observatoire remonteront leurs ventes bien sûr, mais aussi et surtout les données sur les achats et sur les retours, donc ces données issues des logiciels de gestion. Objectif, comprendre, piloter, se comparer. Pour vous, libraires, l'Observatoire apportera des outils pour mieux comprendre, donc pour mieux piloter votre activité. On vous fournira des tableaux de bord homogènes afin de mieux maîtriser vos flux et vos cycles de trésorerie, de prendre du recul en comparant les indicateurs avec ceux de la profession et de groupements de libraires. L'Observatoire, c'est aussi un accompagnement, puisqu'on vous aidera dans la prise de possession de ces tableaux, de ces indicateurs, pour créer des rapports d'activité personnalisés. Donc, les tableaux de bord seront paramétrables par rayon, sous-rayon, mais aussi par éditeur, diffuseur, distributeur, par collection, par mode de vente, afin d'isoler les ventes à terme et les ventes comptant, et permettra d'accéder rapidement à des tableaux de bord qui vous permettront d'améliorer, donc, on l'a dit, la gestion des flux, la préparation du rendez-vous fournisseur, afin de mieux maîtriser la négociation, évoluer les chiffres d'affaires, les remises, les encours, la lecture des bilans, avec la possibilité de prendre du recul sur la marge, l'âge du stock, les rotations, la projection du stock. Les SS2I qui développent vos logiciels de gestion pourront intégrer une partie de ces tableaux de bord directement dans vos logiciels de gestion. Alors bien entendu, ce projet, un enjeu majeur dans un contexte, on l'a vu dans la petite vidéo, où les chaînes spécialisées perdent du terrain, la librairie indépendante peut s'appuyer sur son expertise pour gagner des parts de marché. Et pour cela, il faut partager le savoir-faire dans le domaine de la gestion, et ce qui permettra de soutenir les membres en difficulté, et en tout cas à tous de s'améliorer et d'optimiser la gestion. Donc juste un petit point sur le calendrier. C'est un projet qui est porté depuis courant 2012. La définition de projet est faite. On est dans la phase de sélection des prestataires, avec pour objectif de passer en développement et de mettre en service pour quelques librairies en test d'ici à la fin 2013, et mise en service pour tous début courant 2014. Voilà. Merci Laetitia. Alors, pour faire le lien très directement avec ce que l'Observatoire nous apportera, c'est-à-dire des informations, des analyses, des statistiques,
je voudrais déjà demander aux libraires de s'exprimer sur cette question du pilotage des achats, sur les informations internes dont les libraires disposent, quelques statistiques issues des logiciels de gestion bien sûr, mais aussi une connaissance approfondie de notre clientèle en général, les infos externes aussi avec lesquelles les libraires travaillent, c'est-à-dire celles que les diffuseurs nous apportent aussi, ou celles que parfois les outils collaboratifs, je pense à Datalib, je pense à d'autres systèmes que certains groupements ont mis en place. Hier, il y avait un atelier sur ce sujet tout à fait intéressant. Enfin bref, quelles sont les informations pertinentes dont on dispose pour procéder aux achats, et notamment en ce qui concerne la question la plus compliquée pour les achats, probablement la mise en place des nouveautés. Anne, peut-être? Oui. Moi, je vais commencer. J'habite à Amiens. C'est une librairie familiale. Je vais vous situer un peu la ville. C'est une ville qui est coincée entre Lille et Paris. Il y a 170 000 habitants avec l'agglomération. Il y a 50% de chômage dans les quartiers nord et ça ne va pas s'arranger puisqu'on a les Goodyear. Et il y a 1200 licenciements qui sont annoncés d'ici un mois ou deux. Voilà, nous on est une librairie familiale de centre-ville. J'ai repris les achats depuis 5 ans environ parce qu'on s'était aperçu d'une chose, c'est que nos libraires sont bien, elles sont dévouées à leurs clients, mais elles ne sont pas très formées à l'entretien avec le représentant qui, lui, est de plus en plus formé à la rencontre avec le libraire. Et on s'est aperçu que nos remises n'étaient pas si harmonieuses que ça suivant les libraires interlocutrices. Donc j'ai tout repris en main. On a gagné des points de remise et on a gagné donc de la marge. Je suis visitée par la librairie est visitée par tous les représentants. Et c'est mieux si je le dis comme ça. Et donc, voilà. Mais je vais vous parler de mon expérience et après je vais vous parler de ce que je souhaiterais pour les gens qui n'ont pas la chance de recevoir les représentants. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir le représentant. En revanche, il ne faut pas confondre le représentant avec un ami. Le représentant n'est pas mon ami. Le représentant, c'est un professionnel. Moi, je suis une professionnelle. On est dans un lieu où c'est relativement vide. J'ai pas de photos de mes enfants, pas de photos de mon chien, pas de photos de vacances. J'ai rien. Donc, comme ça, on se concentre sur le boulot. Et le boulot, c'est de quoi va-t-il me parler? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Où on en est des chiffres? Voilà. En gros, moi, comment je conduis je ne sais pas si je réponds à tes questions, Olivier, mais voilà, en gros, comment moi je conduis l'entretien pour cadrer un peu le truc. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Le programme, les nouveautés, quel mois? Où j'en suis de mon chiffre? Systématiquement, je demande ça aux représentants. Au début, ils me disaient je sais pas, préparez-le-moi pour la fois prochaine. La deuxième fois, je sais pas. Je lui dis la troisième fois, si vous savez toujours pas, moi je sais, je vous reçois pas. Et maintenant, j'ai les chiffres systématiquement. Et j'ai des veilles qui sont activées comme ça. Je vois par rapport aux librairies de ma région, sans qu'ils nous donnent, ils ne communiquent pas les chiffres, bien sûr, mais on voit où on se situe et on voit où on se situe aussi au national, si on est en décrochage ou pas. Ensuite, moi, je vais croiser ça avec Datalib, dont on fait partie, auquel j'ai accès. Et c'est très facile d'aller sur Datalib et c'est quand même instructif aussi parce qu'on arrive à se situer par rapport aux librairies de même niveau, même si les environnements, même si on est dans des villes plus ou moins riches. Donc ça, c'est mon deuxième repère. Et puis le troisième repère, c'est mon logiciel. On travaille avec Ellipse. Et quand je travaille une nouveauté, je vais voir ce que j'ai fait. Si c'est pas un premier roman, par exemple pour les romans, je vais aller voir ce que, évidemment, l'auteur a fait avant, comment il a bougé chez nous. Et comme disait le monsieur dans le reportage, le but du jeu, c'est que ma mise en place soit vendue avant l'arrivée de la facture. Voilà ce que je peux dire. Et puis une dernière chose, c'est que quand je prépare le rendez-vous du représentant, je prends le temps. Avec 3 stabilos, j'en ai un vert, un orange et un rouge. Je prends les bons de 3 mois avant, de ce que j'ai commandé, et je bip. Et je regarde comment, à chaque titre, ça a marché. Si ça a bien marché, c'est vert. Si ça a moyennement marché, c'est-à-dire que je n'ai pas tout à fait vendu la quantité, on n'a pas fait de réassort, mais il me reste 1 ou 2 livres,
je mets orange. Et si je me suis plantée, c'est rouge. Et puis, je vois la couleur du bon. S'il est plutôt orange, je me dis, il faut que tu regardes un petit peu mieux. S'il est franchement rouge, là, je me pose des questions et je me demande si je ne me suis pas fait avoir par le représentant, ce qui est, en l'occurrence, peut-être le cas. Et si c'est vert, ça veut dire que j'ai bien cadré la présentation avec l'actualité de la ville du moment et puis le fait qu'on travaille dans une ville où ça se sinistre un peu et puis c'est plus difficile. Donc voilà, moi c'est un repère, mais c'est très visuel, mais ça m'aide. Et puis je montre ça aux libraires et ça m'aide. Alors il faut savoir dans les relations, puisque moi j'ai pris en main tous les achats, je ne fais que les mises en place. Elle s'occupe, puisque ce sont pour l'essentiel des femmes, des réassorts. Et de temps en temps, elle vient me voir en me disant « Anne, t'as pas commandé assez ?» Ok, alors j'appuie. Sinon, je fais des mises en place, et si vous discutez avec certains représentants, vous diront très légères. Mais c'est justement pour que mes libraires puissent se réapproprier l'existence de leur stock et la vie de leur rayon. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire. Merci Anne. Alors, à côté d'une démarche aussi structurée, est-ce que dans une petite librairie, on peut procéder de la même manière, Anaïs? Alors, moi j'ai une librairie, j'ai ouvert ma librairie il y a 8 ans à Paris, à Max-Dormois, qui est un quartier populaire, on a 72 nationalités. Donc il y a 8 ans, j'ai ouvert sur 40 mètres carrés et il y a à peu près 1 an, je me suis associée, on a déménagé sur 70 mètres carrés. Donc je suis en librairie 2e niveau depuis 8 ans. J'ai 2 rapports avec les représentants, chez les Sodis, Interforum, Volumen et Hachette. Je n'ai pas de représentants. J'ai eu parfois des représentants qui venaient 1 fois ou 2 fois par an, mais la plupart du temps, je travaille sur des bons de commande, donc avec des argumentaires d'éditeurs dans lesquels il faut arriver à trier, qui sont toujours très positifs, évidemment. Et puis, alors, a priori, on a une meilleure gestion des achats puisque on n'a pas de pression en direct. Mais dans la réalité, le défaut d'information que l'on a concrètement fait que je pense qu'on a tendance à acheter plus mal puisqu'on a ce défaut d'information. Ça, c'est pour donc les catégories où on ne voit pas de représentants. Ce qui empêche aussi de ne pas avoir des représentants une discussion plus simple sur les augmentations de remises et d'échéances, etc. Puisque personne ne sait qui on est, en fait. Enfin, voilà. Avec d'autres diffusions comme Actes Sud, Flammarion, on a des représentants qui nous visitent régulièrement, Harmonia Mundi, Belles Lettres, etc. Le problème dans une petite librairie, c'est qu'en général, on fait nos visites au comptoir. Donc, on est souvent avec des clients qui peuvent nous interrompre, des coups de téléphone urgents, du travail qui vient de tomber le matin, un mail, un devis à envoyer pour une collectivité en urgence, etc. Donc, on n'est pas dans des temps assez calmes. On essaye aussi de préparer les visites des représentants en amont, en vérifiant effectivement nos achats, etc. Mais on manque clairement de temps pour pouvoir préparer tout ça. Et en plus, je pense que les représentants, qui sont effectivement assez amicales, tu disais que ce n'était pas nos amis, c'est plus difficile, je pense, en petite librairie, et puis surtout, en tout cas pour moi, quand je n'avais pas d'expérience. Donc, ce n'est pas nos amis, et ils nous le font croire, et en même temps, ils nous mettent une pression sur nos achats. Je suis une librairie généraliste, je dois avoir un œil sur tous les rayons. On peut me mettre des pressions en me disant que je ne sais pas de quoi je parle, c'est-à-dire que le livre est important. On peut me mettre des pressions donc, sur mes inaptitudes, mes connaissances. On peut me mettre des pressions, j'ai entendu des phrases du type « mais il faut lire ». Voilà, c'est un peu... ou même des pressions sur les chiffres quand on n'a pas le temps de présenter. Il n'y a pas très longtemps, ça s'est présenté, on n'a pas le temps de préparer avec des chiffres précis, mais je sais que mon taux de retour, par exemple, est trop important chez ce représentant et que je lui dis clairement mon taux est trop important. Il me répond non, t'es à 12. Je ne peux pas sortir mon chiffre tout de suite, c'est entamer une bataille qui, effectivement, dans l'espace de vente, n'est pas facile à avoir. Donc voilà, j'ai fait des tableaux de bord, de contrôle de stock assez fin, par rayon, etc. sur le fond, sur les offices, sur des tables en disant j'ai 35 places, hein, donc je ne peux pas en avoir plus que ça, la Sodis fait 25% de mon chiffre d'affaires, donc je vais lui accorder 8 places. Donc, mais au final,
ça fonctionne un peu, hein, je ne dis pas le contraire, et je sais qu'il y a une amélioration qu'on doit avoir de nos maîtrises d'achat, mais je pense qu'il ne faut pas négliger que ce rapport complexe avec les représentants et la diffusion nous aide vraiment pas. Voilà. Merci. Alors, peut-être que la situation intermédiaire que vit la librairie Masséna à Nice peut nous apporter aussi un autre éclairage, et notamment sur cette question d'information également. Voilà. Quelles sont celles que vous utilisez et comment? Oui. Donc Masséna, c'est une librairie typiquement moyenne, hein, de 250 mètres carrés. Nous sommes 6 acheteurs, 6 libraires. On a un mode de fonctionnement très différent, et là pour le coup complètement horizontal. Je veux dire par là que chacun achète, moi compris, puisque je tiens beaucoup à avoir mes rayons comme mes collègues, ce qui me permet d'être dans le cycle complet de la vie du livre, des achats au réassort au retour, et de percevoir comme ça les rythmes, les délais, les anomalies, et de procéder à chaque instant à tous les réglages nécessaires. Donc on a la chance bien sûr d'être dans le premier niveau et de clientèle et de recevoir la visite d'à peu près de tous les représentants, des visites que l'on s'attache à traiter le mieux possible, à les préparer, à les rendre le plus efficaces, le plus confortable possible. C'est des visites qui ont toujours lieu hors magasin, enfin hors surface de vente, dans un espace où on peut travailler de façon concentrée et où le repré qui lui est fixe voit défiler, mais très rapidement, on ne perd vraiment pas de temps, tous les libraires présents ce jour-là. Les libraires absents pour repos hebdomadaire ou congés payés étant remplacés par mon associé ou moi-même. C'est-à-dire qu'on ne diffère pas, c'est un principe, les noter. On ne souhaite pas qu'on nous laisse des préconisations, qu'on doive renvoyer un bon de commande, etc. On est suffisamment en phase dans l'équipe pour noter le mieux possible. Alors, c'est une leçon d'humilité en même temps, parce qu'on s'aperçoit que le bon libraire qui note ses livres est tout à fait irremplaçable. On ne fait que suppléer, en fait. En tout cas, c'est un mode de fonctionnement qui nous convient bien. On ne revient jamais sur les notés des collègues. On ne perd pas de temps à discuter. Après, on peut toujours ajuster dans le temps, mais en tout cas, on respecte le travail des uns et des autres. C'est une délégation qu'on a vraiment voulu, mais qui est bien sûr aussi sous contrôle. Tout ça, ça mérite d'être regardé d'un peu plus près. Et le fait que, par exemple, je travaille avec les représentants, j'ai vite fait de voir aussi quelles sont les quantités importantes qui émergent du bon de commande, et je peux toujours intervenir dessus. Ce que je fais d'ailleurs assez rarement, et plutôt à la hausse. Voilà, on ne travaille pas dans le cadre d'un budget d'achat, ça ne me semble pas très intéressant, on pourrait le faire, mais enfin c'est lourd. On travaille beaucoup plus dans le cadre d'une géographie du magasin. On connaît nos capacités en termes de piles, en termes de chemin de fer, en termes d'opérations. On essaie de gérer tout ça très finement à travers des plannings de vitrines, des plannings de table même, pour que les choses se télescopent le moins possible, qu'elles se succèdent logiquement. Ensuite, bien, écoutez, on est toujours très friand des chiffres que nous fournissent les fournisseurs. Il y en a de plus en plus, pas toujours très lisibles. Je regrette quand même on n'arrive pas à normaliser tout ça. Les représ ont même du mal à nous les expliciter quelquefois. Et en tout cas, j'attends pas forcément qu'ils m'amènent les leurs, puisque je peux très bien sortir les miens. Et ça devient un outil de négociation tout à fait valable. On connaît son taux de retour par une simple interrogation sur TITLIB, puisqu'on est sur TITLIB. Et sa progression de chiffre d'affaires également. Un mot sur les réassorts. On s'attache aussi à être dans un tempo très régulier, très soutenu. Le journal des ventes est vidé tous les jours. On passe commande tous les jours, sauf le vendredi soir et le dimanche. Et on réceptionne tous les jours, ce qui nous permet quand même de tendre un petit peu les flux et de bien maîtriser aussi, de bien ressentir les délais variables, évidemment, selon les fournisseurs. Et là, ils le sont d'autant plus à Nice. Voilà, je m'en tiendrai là. Merci. Alors, par rapport à ce que viennent de dire nos trois libraires présents ici, et relativement à l'organisation et à l'exploitation de l'information, entre autres, nos capacités différentes à prendre en compte
justement ces informations, à les traiter. Comment la diffusion, quel regard vous portez là-dessus? Comment vous organisez-vous? Et notamment, comment aimeriez-vous que nous parvenions à réguler, à établir un rapport satisfaisant, on va dire, entre les mises en vente et la question des retours qui revient évidemment à chaque fois? Pascal, si vous voulez. La question de la maîtrise des achats passe d'abord par le partage d'informations. Et dans les 3 expériences qu'on a entendues, on voit que lorsqu'on est une librairie avec du personnel ou une librairie où en effet quasiment le libraire fait tout lui-même, y compris en surface de vente lorsqu'il reçoit le représentant, les choses sont un peu plus compliquées. Alors, partager l'information dans ces conditions, ça veut dire pouvoir donner en effet toutes les informations sur les titres, les argumentaires, on l'a évoqué, mais aussi pouvoir faire lire les livres, et suffisamment à l'avance. Donc ça, c'est un sujet qui concerne bon nombre d'éditeurs, sur lequel ils essaient toujours d'être le plus irréprochable possible, mais c'est une lutte quotidienne pour obtenir un bon nombre d'épreuves à disposition des libraires. Ça, c'est sur la partie, qualitative. C'est-à-dire qu'un libraire qui forcément a un parti pris de choix, compte tenu au minimum de la taille de sa librairie, doit pouvoir lire en connaissance de cause et choisir donc les auteurs ou les titres qu'il privilégie de fait dans son assortiment. L'autre volet, c'est en effet les ratios. Et là, l'idéal, c'est que le libraire ait exactement les mêmes informations que le représentant. La difficulté, c'est que le représentant lui-même n'est pas toujours à l'aise dans la lecture des chiffres. Il va néanmoins être plus à l'aise que le libraire, puisque ce sont les repères auxquels il est habitué. Donc il faut faire un effort de traduction. Donc sur les 2 volets, que ce soit les argumentaires ou les ratios, le mieux, c'est de mettre à disposition des libraires. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire depuis 2 ans, dans un espace réservé aux libraires sur lequel ils peuvent se connecter. Ils ont à la fois les argumentaires du programme et leurs ratios, taux de retour, taux de remise par flux, fonds, nouveautés. Et ils peuvent donc, en toute connaissance de cause, prendre leurs décisions aussi sur ces éléments, puisque, on l'a compris, les choix se font à la fois sur la partie qualitative et la partie chiffres. Voilà, c'est le point que je voulais souligner. Le partage d'informations économiques et qualitatives. Le partage le plus objectif possible de données communes, en fait. Pardon ? Le partage le plus objectif possible de données communes entre le libraire et le représentant. Oui, puisque l'importance de la relation doit pouvoir se centrer sur les ajustements. Moi, je ne crois pas au partage froid de données, aux lectures solitaires d'argumentaires. Il faut pouvoir en parler. Mais encore faut-il qu'il y ait un moment au calme pour privilégier. Une dizaine de minutes suffisent en général au représentant qui peut le faire pour situer quel est exactement le moment dans lequel est la librairie. Est-ce qu'il y a difficulté ou non? Est-ce qu'il va falloir faire des choix? En effet, puisque là on parle beaucoup des mises en place, mais qui vont induire aussi derrière la régularité du réassort. Donc selon les choix initiaux qui doivent être faits en connaissance de cause, la qualité du dialogue est importante. Et il faut en effet, et on rencontre des difficultés dans les librairies les plus petites, c'est vrai, puisque le libraire n'a à la fois pas le temps forcément de préparer. Nous, on pourrait lui envoyer les éléments à l'avance, mais il n'a pas toujours aussi la disponibilité pour s'isoler. Je crois effectivement que l'information est un élément clé et la librairie représente un réseau qui est extrêmement hétérogène. J'ai regardé avant de venir les chiffres des 4 librairies qui sont à côté de moi et je vais vous donner 2 indications très simples. Sur les 4 librairies qui sont présentes autour de la table, j'ai un taux d'office qui varie du simple au double et la librairie ici présente autour de la table qui a le taux d'office le plus faible et celle qui a le taux de retour le plus important. C'est pour dire que, et c'est pas du tout critique, c'est pour dire que les profils des uns et des autres sont très différents et que ça demande un travail d'adaptation extrêmement important. Je vais vous donner un deuxième exemple, aussi sur l'échange d'informations et l'échange d'informations partagées.
Moi, j'ai noté ce que vous disiez, c'est que vous préfériez voir l'information que vous avez, et je le comprends parfaitement, vous avez complètement raison. Je crois que le rôle du représentant, c'est aussi d'apporter des informations que vous n'avez pas. Je m'explique. En particulier des informations sur ce qui se passe autour de vous. J'ai aussi regardé les chiffres d'un libraire qui est présent autour de moi. Je vais vous donner un exemple. Ce libraire a un poids dans sa zone de chalandise par rapport au libraire. Je ne parle pas par rapport à l'ensemble des réseaux. Il a un poids de 6,6. Quand je regarde certaines gammes, j'ai regardé par exemple le tourisme, il a un poids de 2,8. Je pense que c'est le rôle du commercial de lui dire, monsieur le libraire, sur cette gamme, tu as un problème, tu as moins de la moitié de ton poids, premièrement. Deuxièmement, pourquoi? Troisièmement, voilà ce que je te propose de faire, sachant que la décision appartient au libraire de dire je fais ou je ne fais pas, mais ça nécessite un dialogue pour pouvoir échanger sur un constat. Ça peut être un choix, ça peut être de dire je sous-représente telle ou telle gamme pour pousser telle ou telle autre, mais c'est un choix et ça appartient au libraire. Mais je pense que de la discussion peut naître des éléments de solution. Je précise que ce n'est pas aussi évident parce qu'on a sorti chez nous des éléments concernant la zone de chalandise il y a une quinzaine d'années. Je dois dire qu'au début, ça a été mon plus gros échec dans la maison parce qu'on s'est rendu compte que le représentant a l'habitude de parler avec le libraire, évidemment de livres, de nouveautés. Il manipulait à l'époque pas forcément tellement bien les chiffres, premièrement. Puis deuxièmement, quand ça allait pas bien, c'est qu'ils avaient une responsabilité partagée entre le responsable du rayon et le représentant. Et en fait, de monter dans les librairies les plus importantes au niveau du patron pour lui dire voilà le constat, ce n'était pas forcément évident. Donc ça nécessite de notre part un travail de formation, un travail d'adaptation, et ça me semble important. Donc je pense que l'information partagée, encore une fois, avec un échange, est un élément absolument clé et qu'on a tous fait des progrès, qu'il y a encore des progrès à faire à ce niveau. Alors, sur ces points d'information, bien sûr, elle n'est pas une valeur en tant que telle. La question cruciale est celle de maîtriser les flux, de maîtriser, vous l'avez dit les uns les autres, de maîtriser la mise en place qui n'est pas forcément, donc, finalement, la principale ou la seule cause des taux de retour, manifestement. Et aussi de travailler les modalités particulières de travail du réassort. Est-ce que ces évolutions dans les propositions de la diffusion nous aident, nous, libraires, à organiser ce travail-là, très structuré, par exemple, chez Martel, et très segmenté entre la mise en place et le réassort, ou bien beaucoup moins segmenté, comme dans les deux autres exemples que nous avons entendus. Alors, cette information économique, ces méthodes de travail, ces évolutions, comment les appréciez-vous si vous les constatez avec la diffusion? Sur les réassorts, par exemple, il y a des éditeurs qui, depuis quand même les dernières rencontres, il y a 2 ans, en 2 ans, ils ont pris quand même conscience qu'on avait quand même et les uns et les autres, difficultés de trésorerie. Et donc, il y a quand même maintenant des propositions qui sont faites pour travailler le fond en ayant de l'échéance, beaucoup d'échéances. Donc, moi, je fais une réunion avec mes libraires et puis je leur dis, bah voilà, il y a tel éditeur, nous font des propositions. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on va les utiliser? Si oui, comment? Est-ce qu'on a envie de faire vivre tel fonds ou tel fonds? Donc après, c'est du dialogue. Et puis, on fait ou on ne fait pas. C'est comme disait M. Lang, on prend ou on ne prend pas. Mais il ne faut pas oublier dans la relation, que ce soit avec l'éditeur ou avec le représentant ou le diffuseur, c'est de la négociation. La négociation, c'est... moi j'ai mes billes, toi t'as tes billes, toi tu veux ça, moi je veux ça, on va essayer de s'arranger et on va essayer de faire ensemble quand même vivre les livres. Quels livres, pour quelle librairie? C'est ça tout l'intérêt des librairies indépendantes. On a tous des couleurs différentes, on a tous des façons de penser différentes, mais le but du jeu, c'est quand même d'avoir des livres dans nos librairies avec une trésor pas trop malmenée, et puis des conditions qui nous sont faites par, visiblement, des éditeurs qui commencent à s'intéresser aux librairies indépendantes, maintenant que les chaînes se cassent la gueule. Alors,
pour les réassorts, je vais témoigner d'une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Donc depuis 8 ans, enfin au début de la librairie, je faisais des réassorts assez réguliers, puis pour des problèmes de trésorerie, c'était plus possible. Donc du coup, j'ai groupé mes réassorts, je faisais des réassorts mensuels et puis 2 réassorts annuels, grosso modo, plus quelques gros réassorts ponctuels pour Noël, etc. Tout en sachant que sur des chiffres d'affaires de moins de 200 000 euros, quand on fait même des gros, ce que nous on considère comme des gros réassorts, c'est un certain nombre de volumes, quand on arrive à une diffusion à 2 000 euros, on ne peut pas espérer beaucoup plus que d'avoir 120 jours d'échéance. Sur ces gros réassorts qu'on fait, c'est sur notre stock que l'on vend une fois par an, voire pas, mais qu'on a quand même envie de défendre. Donc, de toute façon, même avec des reports d'échéance, sauf si on a de la chance et que ce livre-là se vend pour une fois dans l'année avant qu'on ait payé, c'est toujours une avance au final de trésorerie, même en faisant des efforts. Avec l'agrandissement de la librairie, au mois de février, avec ma collègue, on a décidé d'essayer de fonctionner différemment. Parce qu'effectivement, c'était quelque part aussi une nouvelle librairie. Donc on a réassorti beaucoup plus régulièrement. Et on s'est rendu compte qu'on avait sans doute, par le fonctionnement d'avant, perdu beaucoup de ventes. Parce qu'on a réellement gagné des ventes sur des titres que l'on vendait au départ peut-être 1 fois ou 2 fois par an et qu'on a commencé à vendre 3 ou 4 fois par an. Donc c'est compliqué. Ce dont je voudrais témoigner, c'est qu'on a un stock, donc ce stock C, ce stock B, qui est à peu près, j'ai regardé sur les chiffres, de 50% de notre fonds. Ce stock pèse très lourd sur notre trésorerie et en même temps, on en a réellement besoin pour l'identité de la librairie. On a réellement besoin parce qu'on a une clientèle qui est aussi disparate qu'une grande librairie et on a besoin de répondre à leurs attentes, même si ce n'est pas sur ces références-là, au moins que l'assortiment que l'on propose corresponde à leurs envies de lecture. Ça peut déclencher des commandes après, ça peut... En tout cas, ils se sentent un peu chez eux, ça c'est important. Et ce stock-là, on le paye très cher. Et même en regroupant, voilà, pour moi c'est une contradiction. Regrouper les achats pour gagner de la trésorerie fonctionne, mais on a des possibilités quand même de perdre des ventes. Voilà. Jean-Marie. Sur la question des réassorts, moi j'ai une faiblesse, j'aime bien avoir du stock. Moi. Je considère qu'on paye assez cher nos loyers pour que les étagères ne restent pas vides. Donc je suis pour un réassort continu. Avec toute la souplesse possible. Plus les fournisseurs nous en donnent, mieux c'est. C'est-à-dire que vraiment que la réactivité soit suivie d'effets avec des délais les meilleurs possibles. On en a beaucoup parlé hier. Une grande fluidité qui pourrait être améliorée. Je pense à quelque chose moi, qui m'ennuie chaque fin de mois. À partir du 25, on a tendance à lever le pied, simplement pour essayer de gagner 30 jours. Ce qui crée un afflux de commandes qu'on lâche le 31 au soir, qui encombre nos réceptions le 4 ou 5, et j'imagine les entrepôts des fournisseurs autour du 1er. Il m'a semblé, dans le passé, je crois que Volumen avait essayé mais c'est peut-être les opératrices qui le faisaient au coup par coup, de rajouter 30 jours à partir d'une certaine date. Moi, je verrais bien, justement, en termes de souplesse, qu'on systématise quelque chose comme ça. Pourquoi pas, à partir du 25, que l'interprofession considère qu'on attribue 30 jours de mieux pour lisser ce rythme de commande. Et si ce n'est pas 30 jours, on peut peut-être nous donner un point de plus, ça revient au même. Mais en tout cas, moi, je travaillerais mieux, et mes collègues aussi, notre réceptionnaire notamment. Et puis surtout de la souplesse, quoi. Je veux dire, on a au fil des années, les plus gros en tout cas, ont bien assoupli leurs conditions de retour. C'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller. On voit bien que les moyens, je pense par exemple aux belles lettres qui sont encore un peu crispées sur l'année d'édition, créent une difficulté de travail et nuisent à leur propre activité d'ailleurs, et polluent quelquefois, enfin c'est un peu méchant pour le catalogue des belles lettres, je m'en excuse, mais en tout cas créent des livres que l'on subit dans nos rayons. Je crois que moins on subit de livres dans notre stock, mieux on se porte. Alors, en parlant d'achat, il fallait bien que le diable trésorerie sorte de sa boîte. Si on faisait un sondage dans la salle et qu'on demandait aux libraires qui n'ont jamais eu de problème de trésorerie de lever la main, je
pense qu'on aurait un succès tout à fait relatif, voire très très faible. Alors du côté de la diffusion, pour cette question du travail de réassortiment, travail qui rejoint le travail sur le fond, vous avez entendu ici différents avis, mais qui tous touchent quand même à ce point sensible, notre fragilité, l'une de nos fragilités essentielles, qui est effectivement la question de la trésorerie. Et pour autant, nous tenons tous à maintenir aussi des propositions, une identité de la librairie. Aujourd'hui, c'est évidemment particulièrement important puisqu'on sait très bien qu'à peu près n'importe quel livre peut être disponible extrêmement rapidement au domicile de nos clients, que tous nos clients ou un grand nombre parmi nos clients ont eu l'occasion de le constater, de l'expérimenter. Alors, pour maintenir nos identités, pour maintenir nos propositions, comment envisagez-vous l'accompagnement des libraires du côté de la diffusion? On peut parler de questions d'échéance, évidemment. On a évoqué les questions de remise. En filigrane, on pouvait entendre aussi, pourquoi pas, avec Anaïs, l'idée de dépôt pour maintenir une proposition qui peut avoir une rotation extrêmement lente et donc être très coûteuse potentiellement en trésorerie. Enfin voilà, comment envisagez-vous les choses, Pascal ou Francis comme... Alors, sur le réassort, il faut vraiment distinguer le fond et le réassort des nouveautés. Sur le fond, en effet, tout ce qui vient d'être dit, moi je l'avais constaté en interviewant les libraires, il y a une certaine facilité à réclamer une mise en stock contre échéance longue ou bien un système de dépôt qui en effet ne contraint pas la trésorerie mais contraint les étagères. Quand on réfléchit à ces mécaniques qui sont assez répandues parmi les éditeurs et les diffuseurs, en effet, il n'y a pas de réassort, curieusement, mais c'est ce qui vient d'être dit. C'est que, et on manque des ventes, c'est-à-dire que là, le lecteur peut, malgré tout, ne pas trouver son livre. Donc on revient au point zéro. Donc, nous, la politique qu'on a choisie, autant une mise en stock pour une ouverture ou un agrandissement, en effet, l'échéance reste un des outils importants. En revanche, la vie du fonds ancien, ou comme nous, l'acception, c'est le fonds de plus de 2 ans, mérite d'être réassorti régulièrement. Et il faut emporter cette fois la préférence pour le réassort régulier du fonds. Et en observant les visites des représentants, certains de mes représentants me disaient « Moi, quand j'arrive dans une librairie, j'ai mon bon de commande qui est prêt, le libraire m'attend pour avoir sa surremise. » Donc, il y avait 2 problèmes. Par hypothèse, rupture sur le réassort du fonds. Et on attend le représentant, donc vraiment une grosse pression, j'allais dire, sur la visite. Donc, le choix qu'on a fait, c'est d'emporter la préférence pour le réassort régulier en n'utilisant pas l'échéance, mais plutôt la remise. Voilà. Et on peut pouvoir jouer sur les deux modalités, mais pour moi, le stock et l'échéance longue est plus adapté à la création de stock ou à l'agrandissement. Voilà. Je vais d'abord répondre à M. Aubert une seconde sur le système de la valeur 25. Premièrement, les offices qui arrivent en fin de mois sont toujours facturés sur le mois suivant. Les offices, donc, oui. Les offices, oui. Deuxièmement, sur le système de la valeur 25, moi je viens d'autres métiers où il y avait ce système de la valeur 25 et ça entraînait simplement une chose, c'est que se posait le problème du système de la valeur 20. Nous sommes des gens raisonnables. Oui, oui, mais... non. Bon, mais je comprends le problème, mais on fait que peut décaler le problème en venant le temps. Bon, mais je comprends la question, effectivement. Sur l'organisation de la visite et des informations qui peuvent être apportées, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Mme Martel sur le fait qu'elle passait au rouge, à l'orange et au vert les représentants. Moi je pense que c'est une bonne méthode. On dit toujours les représentants sont là pour bourrer, enfin je résume. Il y a des tempéraments différents et je crois que le représentant a une chose, c'est qu'il revient. Donc celui qui est en rouge, il revient vous voir. Et je pense que vous saurez lui dire qu'il est en rouge. Ah, mais je leur montre ? Oui, je pense, voilà. Ça me semble normal. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, un représentant passe la majorité de son temps à vous parler des nouveautés.
pour ceux qui ont un représentant. La majorité de son temps, vous parlez des nouveautés. C'est quoi les nouveautés? C'est un titre qui est prospecté en général 2 mois avant, où on vous explique l'histoire, où on vous dit qu'il faut en prendre beaucoup, parce qu'évidemment, c'est un titre extraordinaire, et vous écoutez le contenu et vous vous positionnez par rapport à ça. Et le titre arrive 2 mois après. Entre-temps, vous avez vu 600, 700, 800 titres. Et quand le titre arrive, je me souviens toujours d'une grosse librairie qui me disait, au moment de la rentrée littéraire, si j'ai une très grosse librairie, une des 10 premières de France, qui me disait, si l'ensemble de mes collaborateurs arrivent à mémoriser 60 ou 70 titres, c'est le bout du monde. 60, 70 titres, savoir de quoi parle 60, 70 titres, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y en a 90% qui ont été présentés et dont plus personne ne se souvient, et ce n'est pas une critique, hein, et dont plus personne ne se souvient. Ce qui me semble, c'est que 2 choses. Moi, dans mon rêve, le représentant, pour avoir préparé sa commande, on ne pourrait parler que de ce qui est atypique. Je veux dire en clair, le gros titre en général, on n'a pas beaucoup d'écart, on arrive à se mettre d'accord assez facilement. C'est sur le petit titre auquel l'éditeur tient beaucoup pour une raison ou pour une autre, qui a besoin d'un certain nombre d'explications. Et si je dis ça, c'est surtout pour consacrer du temps au réassort. Aujourd'hui, allez, je pense qu'on passe une très grosse partie du temps sur les nouveautés. On s'occupe à peu près pas du réassort, c'est-à-dire en clair, les titres qui entre-temps sont arrivés et qui marchent peut-être dans la librairie d'à côté, moins bien ici, pour des raisons ou pour une autre, on en parle beaucoup moins. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc si en clair, on pouvait travailler plus, je sais que je vais entraîner des réactions, sur un régime de confiance sur les nouveautés, encore une fois basé sur le fait que le représentant revient et qu'il n'a pas du tout intérêt, et d'ailleurs je pense que globalement ça se passe plutôt bien, il a intérêt à faire des préconisations adaptées à la librairie, et qu'on puisse passer plus de temps sur le réassort, je crois qu'on gagnerait tous beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Moi, je pense, je suis pas contre hein, le principe philosophique. Je pense simplement que ce serait bien, et pour les librairies qui ne voient pas de représentants et pour les librairies qui en voient, que nous ayons les informations 2 mois en amont. Les argus, les couves des livres et le bon de commande. Et à ce moment-là, on pourrait faire notre propre préco à nous, en allant pêcher nos renseignements, aussi bien sur les sites des éditeurs, s'ils sont bien nourris. Et ensuite, effectivement, le représentant arrive, pour les librairies qui reçoivent le représentant. On valide très rapidement, effectivement, sur 10 minutes d'entretien, les nouveautés. Et ensuite, on fait l'analyse du fond, où on en est, justement, quelle est la part, vous vous situez, voilà, dans votre région. Moi, j'entends bien ça. Mais à ce moment-là, je veux les infos 2 mois avant, dans ma bécane, enfin, par mail, quoi, simple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais donner 2 exemples. Dans les pays anglo-saxons, ils travaillent par trimestre, donc ils ont des informations 3 mois avant. En Allemagne, c'est même pire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le seul problème, c'est que d'abord, il faut avoir les informations de la part des éditeurs. Oui, puis en Allemagne, il n'y a pas de diffuseur. Hein. Et en Allemagne, c'est une organisation différente. Bref, donc c'est un autre contexte. Mais d'abord, il faut avoir les informations. Il faut avoir les informations de façon suffisamment précise. Et c'est vrai qu'on essaie de demander aux éditeurs de nous donner les informations de façon beaucoup plus précoce pour vous les transmettre, pour arriver à travailler dans ce type d'approche. On s'améliore, mais ce n'est pas forcément évident. Peut-être pour approfondir. Mais c'est faisable. Peut-être pour approfondir cette question des préconisations. Alors, depuis les dernières rencontres de la librairie, il y a des choses qui ont évolué, des conditions même générales de vente qui incluent un travail spécifique sur les préconisations. Beaucoup de diffusion, on le voit lorsque les représentants viennent nous voir, ont en main une préconisation qu'ils utilisent ou qu'ils n'utilisent pas, enfin, dans l'échange avec nous. Quels sont alors, du point de vue de ces préconisations, est-ce que les 3 libraires peuvent s'exprimer du côté de l'usage que vous faites des préconisations lorsqu'elles vous sont données? Moi, aucun. Bon. Voilà, c'est simple. Bref et clair. C'est pour ceux qui connaissent les nouvelles conditions de vente Actes Sud. Hein, le repris, justement, je pense que vous le connaissez aussi. Le représentant arrive avec... non, on reçoit le bon. Moi, j'ai travaillé mon bon. Le représentant arrive et on retouche toutes les quantités. Et j'avais demandé à M. Capitani, quand on s'était rencontrés, est-ce que ça remet en cause le truc? Pas du tout. L'essentiel, c'est d'avoir travaillé le bon. Après, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec les précos et donc je les retouche.
Mais le but du jeu, moi, c'est ce que je disais souvent aux représentants quand j'ai repris les achats, c'est-à-dire, parce que de temps en temps, le représentant me disait « mais vous ne pouvez pas descendre les mises à l'office comme ça, c'est pas possible et tout ». Je dis « écoutez, le but du jeu, c'est sur l'exercice, le vôtre et le mien, qu'on soit bien, qu'on n'ait pas trop de retours, et tout se joue pas en 3 mois. Moi, je vois ça plus sur des périodes plus longues. Donc, visiblement, et c'est sur les réassorts que je travaillais différemment et tout. Mais pour ma trésor, c'était quand même plus simple. Voilà. Donc, les précaux, j'en tiens pas compte. Ouais, je voudrais témoigner aussi par rapport à cette nouvelle condition d'Actes Sud. C'est une représentante avec qui on travaille depuis longtemps, 5 ans. On a reçu les préconisations 1 semaine ou 10 jours avant. Donc honnêtement, j'ai regardé ça en une demi-heure la veille, parce que je n'avais pas le temps. Je voudrais parler de donner du temps aux libraires, ça me semble important. J'étais assez choquée parce que c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis longtemps, avec qui effectivement on doit se battre régulièrement parce qu'elle veut essayer de nous donner tous les titres, etc. Mais la préconisation qu'elle avait faite, je pense qu'il n'y avait presque aucun titre qui n'avait pas été refusé. Et elle connaît la dimension de la librairie, elle connaît le chiffre d'affaires, elle sait très bien qu'on ne peut pas absorber ces quantités-là. Alors elle avait fait des espèces de bidouillages, donc au lieu de mettre des piles par 3, elle les mettait par 2. Mais au final, il faut pouvoir les exposer, les bouquins. Et je pense que ça, c'est aussi, je dirais, dans la pression. Je trouve que cette méconnaissance... Je ferai un petit holà sur Flammarion, pour qui ça se passe très bien d'ailleurs, mais quand même. Mais cette méconnaissance du représentant par rapport à nos capacités de vente, notre chiffre d'affaires, notre capacité de mise en place, et cette pression qu'ils exercent, je suis d'accord avec Olivier quand il parle de coopération. C'est-à-dire ça n'a pas de sens de faire augmenter les taux de retour chez le libraire. Ça ne devrait ne pas avoir de sens. En réel, je pense que ça a un sens pour le représentant, parce qu'il a besoin de faire ses mises en place, parce que c'est... Voilà. Mais sur, effectivement, 1 an, ça n'a pas de sens. On ne fait que l'étau est plus étroit sur le libraire, qui a de plus en plus de difficultés, qui manque de temps pour travailler correctement les choses, pour savoir ce qu'il y a même sur les tables, et pourtant je sais à peu près ce que j'ai sur les tables, pour avoir du temps pour regarder. Et je pense qu'il est dans le rôle du représentant de savoir qu'il ne peut pas tout mettre. Il ne peut pas même simplement se dire je vais en proposer 10 parce qu'il va m'en prendre que 5. Il doit nous en proposer que 5. S'il se trompe par rapport à un titre parce que visiblement ça ne nous plaît pas, tant pis. On pourra rattraper avec de l'information des journaux, on pourra rattraper avec les libraires qui nous parlent de leurs livres. On peut faire aussi du réassort sur la nouveauté. Et voilà. Jean-Marie, sur ces moi je suis assez sceptique sur la nouvelle méthode préconisée par Actes Sud. Je ne trouve pas ça révolutionnaire. De toute façon, on corrige les quantités qui nous conseillent. On en revient au même point. Je ne sais même pas si on a gagné du temps. Moi, je préfère travailler avec leur prêt, avec des couvertures. Je m'occupe des beaux-arts. Si je n'ai pas un peu de matériel, ça ne me cause pas beaucoup. Non, ce qui me soucie plus, c'est ce dont on disait à propos des réassorts de titres qu'on a pris à l'unité à l'office, qui partent plus ou moins vite, et que là, le libraire a un véritable pouvoir de vie et de mort. Ça, entre 0 et 1, il se joue quelque chose de vraiment important. Et je pense que tout devrait nous permettre de donner une vie plus longue à ces livres, quoi. Les reprendre, et pas seulement dans le premier mois, mais peut-être dans les 3-4 premiers mois, leur donner une seconde chance. Et ce qui n'est pas loin d'être toujours le cas, quand même, hein. On s'en aperçoit. Hein. Alors c'est là que Datalib, je trouve, peut être un outil tout à fait précieux pour vérifier un peu la vie de ce livre par ailleurs. J'aimerais faire une parenthèse sur Datalib. J'ai toujours été persuadé que c'était loin d'être une béquille pour libraires incompétents et qu'il y avait beaucoup à en tirer, mais c'est un outil qui serait vraiment améliorable. Je crois que la DELC devrait peut-être investir dans une nouvelle version. C'est déjà un outil qui n'est pas juste. Moi, j'ai réalisé il y a seulement quelques mois qu'on comparait des choses qui n'étaient pas vraiment comparables. On a des chiffres qui remontent de librairies équipées sur TMIC et des libraires équipés sur d'autres, dont Ictlib. TMIC fait remonter des chiffres qui mêlent comptant et collectivité, alors que tous les autres ne font remonter que le comptant.
profondément, ça fausse les choses, hein, ça fausse les données, aussi bien en chiffre d'affaires qu'en nombre d'exemplaires vendus. Alors j'ai cru comprendre que c'était inhérent à la conception même du logiciel TMIC, mais ça me semble gênant. De plus, c'est un outil qui devrait vraiment maintenant gagner en ergonomie et prendre pour modèle quelque chose qu'on a sur TICLIV qui s'appelle la base de données Mediabase, qui propose par exemple un palmarès des meilleures ventes, les 200 meilleures ventes, où on peut voir, par ordre décroissant bien sûr, notre propre stock. Si on pouvait avoir ça sur Datalib par catégorie plus fine et par ma librairie, ça serait assez génial, je trouve. Alors ça, c'est vraiment du pilotage très qualitatif de l'achat. On parle de choses très très fines. Je vais peut-être demander à Laetitia de donner un éclairage là-dessus, puisque ça fait partie aussi, bien sûr, des objectifs de l'Observatoire économique de la librairie. Alors, effectivement, les libraires qui utilisent Datalib et qui en ont pris possession a amené vraiment un nouveau regard, enfin un autre regard, un regard complémentaire. Et grâce justement à Datalib, on a identifié un certain nombre de nouveaux besoins, notamment pour préparer le rendez-vous du représentant, pour optimiser, comme on le disait, des fois à vouloir optimiser sa trésorerie, on perd des ventes. Donc l'Observatoire va répondre à l'ensemble des demandes qui ont été formalisées là. Je voulais aussi répondre, les outils diffuseurs, c'est bien et c'est précieux. Bien entendu, chaque diffuseur voudra mettre en avant son propre catalogue. Et là encore, de manière complémentaire, l'Observatoire permettra de voir sur l'ensemble des catalogues, quels sont les rayons, les secteurs qui mériteraient d'être plus forts dans sa typologie de librairie. Donc on n'est pas là en train de présenter des outils qui se remplacent, mais plutôt un certain nombre d'outils complémentaires et aux libraires d'en prendre la meilleure possession. Alors, juste avant de passer la parole à la salle, je voudrais que nos deux représentants de la diffusion se prononcent un tout petit peu là-dessus, parce que nous avons toujours, évidemment nous sommes vos clients, et nous avons toujours l'impression, et c'est un fait, que vous avez aussi d'autres clients. Vous êtes dans un entre-deux clients. Et ces préconisations, on se demande effectivement si ça n'est pas une synthèse, très souvent, de ces deux raisons qui peuvent ne pas forcément se rejoindre. Alors, ce fameux autre client, c'est donc l'éditeur. Moi, je distinguerais la littérature et les beaux livres, parce qu'on vient d'évoquer les beaux livres. Sur la littérature, on a parlé de la qualité des échanges, des documents échangés, etc., du temps pour faire les sélections, et en effet, assez indirectement, le manque de qualité du 1, de la commande par 1, le 0 étant un peu plus efficace. Puisque en littérature, je dirais qu'il y a une seconde chance, qui est donc le fameux réassort sur les nouveautés. Tout de même, il y a un seuil de visibilité pour l'éditeur qui est tout de même à atteindre. Et c'est vrai qu'il s'inquiète beaucoup quand un titre de littérature n'est pas suffisamment bien réparti dans la librairie indépendante. Mais bon, donc c'est toute la question de l'échange d'informations et qui doit être vraiment passé par le dialogue avec le représentant qui peut nuancer, lui, d'une part l'argumentaire, le renforcer, ou l'atténuer pour éviter de prendre des risques, ou bien qualifier franchement le chiffre. Parce que la fameuse préconisation, nous l'utilisons pour nos représentants, posez-leur la question, pour eux c'est un objectif. Entre nous, ce qu'on appelle la préconisation, c'est un objectif pour le représentant. Donc nous avons un système de fourchette haute et basse, dans lequel logiquement le libraire peut faire sa vie. La vérité est quelque part au milieu. Imaginons, parce que nous tenons à disposition des libraires les argumentaires dès le premier jour de la prospection sur le site, donc vous pouvez y aller, mais vous n'avez donc pas accès à la fameuse préconisation. Moi, mon idéal, c'est que le représentant puisse vous l'envoyer, pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais sous sa forme actuelle, elle est très imparfaite. Vous la jugerez complètement pas pertinente. Toujours, elle n'est jamais pertinente au niveau d'un point de vente. Elle va être très pertinente au niveau global. Elle va donc rencontrer l'envie de l'éditeur, ça c'est certain. L'expérience de la diffusion, qui a réussi à caler un objectif à peu près tenable. Mais certainement au niveau d'une librairie, ce ne sera jamais pertinent. Mais vraiment. Donc, le représentant, lui, ce qu'il fait, il essaie d'équilibrer entre tous ses libraires son objectif. Et en général, il y arrive. C'est-à-dire qu'un libraire qui n'est pas convaincu, c'est 0. Il vaut mieux mettre 0 et proposer plus à celui qui croit au livre.
Donc voilà pour la partie littérature. En revanche, sur le beau livre, on a une vraie difficulté parce que l'éditeur a besoin d'imprimer et il n'y aura pas de second tirage en général. Donc ça, c'est une vraie difficulté puisque si on veut mettre la librairie indépendante dans les mêmes conditions de trésorerie que les enseignes qui, elles, prennent les mises en place, eh bien, il faut donner de l'échéance sur la nouveauté. En effet, dans certains cas exceptionnels, pour que vous ayez le temps de vendre le livre, d'abord de l'exposer dès le premier jour, et de le vendre avant, quasiment, en effet, de pouvoir le payer. Sinon, on sera en rupture. Vous vous rappelez les débats qu'on a pu avoir à l'édition précédente. Donc ça, c'est un point vraiment cruel, je dirais même pour l'éditeur. C'est un point d'angoisse qui est la mise en place doit vraiment lui permettre de faire son tirage. Et s'il ne peut pas, on va manquer de livres. Oui, les grandes enseignes, justement, je voudrais m'arrêter 30 secondes là-dessus, font des mises en place, quelquefois lourdes, quelquefois importantes. Effectivement, fin d'année, on est en rupture. Je pense que tous, à un moment, on a voulu réassortir sur des titres et puis on les avait plus. Et puis après, on les voit à nouveau disponibles en janvier. Ça veut dire que vous avez pris tous les retours. De la grande oui, distribution. Bien sûr. Oui, voilà. Mais complètement. Mais on voit. Mais c'est pour ça que. Ça m'ennuie parce que peut-être que maintenant les choses vont changer, mais je pense qu'il faudrait effectivement aider et tout ça pour un compte de trésor aussi. Quand il y a des livres qui sont assez chers et qui sortent et qu'on nous demande de les prendre fin août ou début septembre pour les garder jusque décembre, voire mi-janvier, puisqu'il y a les étrennes ou les cadeaux encore en début d'année. Là, il faut vraiment faire des conditions importantes à tous les libraires, qui soient à premier niveau, deuxième niveau, parce que ce sont des points de diffusion importants. Et nous, après, quand on fait les réassorts, si on n'a pas pris nos quantités, si on ne les a pas escomptées, si on ne les a pas travaillées, on est coincé. Et puis, il y a la grande surface du coin qui les empile et qui va tout vous baler sur une palette. Et ça, moi, je trouve ça très agaçant. Mais on a exactement le même objectif, c'est-à-dire que, en effet, la vraie difficulté sur la mise en place, il vaut mieux être deux à réfléchir, et on sait en effet que quand la mise en place est indispensable pour que le livre soit vu, il y a un taux de risque important. Mais ça, l'éditeur, il est prêt à le prendre, il n'a pas toujours le choix. Mais justement, l'essentiel de la discussion qu'on vient d'avoir sur les mises en place, il faut échanger beaucoup d'informations, assez factuelles, mais ça, on les a. Il faut vraiment que chaque libraire puisse nuancer, ce que ne peuvent pas toujours faire les enseignes, puisqu'elles ont une politique assez claire de leur point de vue. Et ensuite, chacun sa façon de faire les affaires. On voit que la librairie les fait d'une manière, les enseignes d'une autre. Mais l'éditeur, lui, doit trouver son point d'équilibre entre ces deux extrêmes. Si je peux me permettre, il y a quelque chose que je trouve très important, en ayant discuté avec quelques représentants, c'est que quand on parle de coopération, il faut remettre le représentant au cœur de cela, et entre autres avec l'éditeur. C'est-à-dire que, pour les bons représentants, ils sont à même de savoir combien ils vont pouvoir mettre en place. Alors il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des succès de bouche à oreille, etc. L'éditeur doit en prendre conscience de cette information-là. Et je sais que c'est très difficile pour avoir discuté avec certains d'entre eux. Il y a un aveuglement de la part de l'éditeur qui est compréhensible. Il est persuadé que son livre est excellent, il est persuadé que ça va se vendre, etc. Mais je ne sais pas comment faire un peu basculer les choses, mais je pense que c'est important que ce ne soit pas que le directeur des ventes, si j'ai bien compris, et le directeur commercial qui discutent, et que les représentants soient remis, alors ça doit être dans certains endroits, soient vraiment remis au centre. Et en plus, je pense que ça leur donnerait un rôle plus important qui leur éviterait de nous mettre une pression de dingue, parce que quelque part, en dehors des chiffres qu'ils ont à faire, ils déchargent sur nous cette pression que l'éditeur leur a imposée en leur disant, grosso modo, si vous n'êtes pas capable d'en mettre 5000, vous êtes des incapables. Enfin, ou en tout cas, vous n'êtes pas assez bons représentants. J'ai entendu beaucoup d'éditeurs me dire que les représentants n'étaient pas assez bons, que si un représentant ne pouvait pas lui mettre 500, pour des petits éditeurs, 500 bouquins dans les librairies, c'est qu'il ne savait pas faire son travail. Ouais, si le représentant n'est pas bon, c'est que le diffuseur n'est pas bon, sinon il aurait dû le virer. Hein. Excusez-moi. Juste un point. On est un peu au cœur du débat parce que
En fait, la quantité qui est mise en place, l'objectif qui est défini de mise en place, il est en fait quasiment décidé au moment où l'éditeur verse un avaloir à un auteur. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Au moment où l'éditeur verse un avaloir à un auteur, ça veut dire qu'il est obligé, pour amortir son coût, de mettre une quantité X en place. Ensuite, dans ce qui a été dit, moi, il y a une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est de dire, si je le vends bien à l'office, si je n'en ai pas assez, je peux l'avoir en réassort tout de suite. Oui, effectivement, et je crois que tous les distributeurs ont fait des efforts pour avoir des délais qui sont plus rapides. Il faut bien comprendre que pour un éditeur, avoir un libraire qui prend une prise de risque, et je vais parler retour derrière tout de suite, c'est pas la même chose qu'un libraire qui attend que le livre ait du succès et qui vole au secours du succès. C'est pas la même chose. Alors, chacun peut avoir des approches différentes parce que les profils sont différents, parce que les questions d'approche commerciale sont différentes, parce que les questions de trésorerie sont différentes. Et donc, il y a évidemment des approches qui sont différentes. Mais il est normal, quelque part, qu'un libraire qui s'engage plus, quand on parle des taux de retour, les taux de retour sont les éléments clés, sont un élément absolument essentiel qui figure dans toutes les conditions générales de vente et c'est un élément incontournable. Ceci étant dit, un taux de retour qui augmente de 2 points chez un libraire qui a un taux d'office qui est beaucoup plus important qu'un autre, c'est pas la même chose. Quelqu'un qui s'est plus engagé et qui a un taux de retour qui a légèrement augmenté, quelqu'un qui s'engage pas du tout et qui a un taux de retour qui est très bas, c'est pas du tout la même chose non plus pour un éditeur. Donc, quelque part, on est quand même sur des marchés qui sont différents. Quand on est sur de la littérature, on est, excusez-moi le terme, sur de l'ultra frais, c'est-à-dire que quand ça réagit tout de suite. Et dans les quelques jours qui suivent, si vous avez des ruptures, au niveau consommateur, c'est un élément extrêmement déstabilisant. Et vous avez un petit concurrent qui commence par un A, qui est très sensible à ça. Et je pense qu'on doit tout faire ensemble, dans un cadre de retour acceptable, hein, soyons clairs, c'est un point extrêmement sensible, mais on doit tout faire ensemble pour qu'il y ait le moins de ruptures, encore une fois, dans ce cadre de taux de retour extrêmement sensible. Pour moi, c'est plutôt un croisement du taux de retour avec le taux d'office qui est un élément important, plutôt que le taux de retour tout seul. Alors, on a fait un grand tour de beaucoup de questions. Il y en a certainement d'autres qu'on n'aura pas le temps d'envisager aujourd'hui, mais je voudrais passer la parole maintenant à la salle. Je vous rappelle la petite règle du jeu, si vous voulez bien la respecter, vous vous levez, vous vous présentez, vous posez votre question, ou bien vous dites ce que vous avez à dire, même si ce n'est pas une question. Voilà, la parole est à vous. Je pense qu'il y a des micros qui se promènent, je ne sais pas. Oui. Bonjour, donc Xavier Moni de la librairie Comme un roman à Paris. Je voulais vous poser une question à Pascal Beu et à Francis Lang concernant la valorisation des offices. C'est une question que j'ai déjà abordée avec eux dans le cadre des instances syndicales. Il me semble aujourd'hui que ce serait important, quand on parle de maîtrise d'achat, quand on parle de trésorerie, de pouvoir, à l'issue du rendez-vous avec le représentant, d'avoir une valorisation de ce qu'on a acheté et de savoir de combien, sur quelle valeur financière on s'est engagé avec vous. Et je voulais savoir si vous aviez avancé dans cette réflexion et si vous avez des outils à nous proposer assez rapidement. J'ai dit hier dans un atelier que j'étais tout à fait favorable à ce point. C'est un point sur lequel il y a des travaux à avancer parce que je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est assez compliqué. Mais incontestablement, il me semble normal, je le dis de façon très claire, qu'un libraire qui passe une commande de nouveauté sache au moment où le représentant part ou au plus tard le lendemain, si c'est compliqué, avant de valider cette commande, qu'il puisse savoir quel est le montant de la commande, ne serait-ce que pour des raisons de trésorerie. J'ai rien à dire là-dessus, c'est tout à fait normal. Je partage dans la mesure où on est capable aujourd'hui de valoriser le bon de réassort avec la part du fonds. J'imagine qu'on est capable de valoriser la commande de nouveautés. Donc ça doit être facile. Enfin, l'engagement est facile, le délai, je le garantis pas encore. Je reconnais la voix d'Éric Ardin, mais on ne t'entend pas bien, Éric, son micro. Oui, non, je voulais juste dire qu'en effet, à partir du moment où Éric Ardin, les librairies pavées, Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis vice-président de la LIR, qui s'occupe des questions d'EDI pour la profession. Oui, je veux dire, à partir du moment où, en effet, les commandes que nous prenons avec les représentants sont ensuite basculées chez vous, chez les distributeurs, par un flux EDI, il serait simple, où il serait possible, en effet, de pouvoir les intégrer au niveau de nos systèmes pour qu'on ait une visibilité sur ce qui est commandé
La question, elle est pour nous que les SS2I se mettent à développer cette information. Et je pense qu'au niveau de l'Observatoire, on en a discuté, c'est une information qui serait essentielle pour nous les libraires, d'avoir une vision sur la trésorerie et sur les ouvrages que nous allons recevoir et combien. Donc, pression sur les SS2I, parce qu'au niveau technique, je pense, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dit comme là, mais je pense qu'en effet, on pourrait rapidement mettre en place cet outil. Alors, merci, parce que tu me tends la perche, effectivement. Alors, l'Observatoire, c'est à la fois des tableaux de bord qui peuvent être intégrés dans vos systèmes de gestion, mais c'est aussi une plateforme accessible à distance qui pourra justement pallier à ces manques. Quand vos systèmes de gestion ne peuvent pas ou ont des délais de mise en place de nouveaux indicateurs qui sont trop longs, l'Observatoire pourra pallier à ça et vous proposer justement la remontée de données qu'on ne trouve pas ailleurs aujourd'hui. Bonjour, Willy Hahn, librairie à livre ouvert à Wissembourg. Nous recevons encore et toujours de la part de maisons d'édition, de diffuseurs, distributeurs, ce que j'appelle des laitues. C'est-à-dire, c'est le genre de livre qui nous arrive au moment de l'élection d'un pape, nous arrive au moment d'une affaire Cahuzac ou Strauss-Kahn, par 3, par 5, par 10, par 20, selon la taille de nos librairies, sans que nous l'ayons demandé. Et je demande ici instamment que ce genre de manipulation, ce genre de mainmise, main basse dans notre trésorerie cesse. C'est manifestement une question pour les diffuseurs. C'est une question pour diffuseurs. Écoutez, je vais être très direct et très simple. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un certain nombre d'événements qui arrivent dans l'actualité. Et là, il y a deux solutions pour un éditeur où il a un titre qui manifestement n'a pas le temps d'être prospecté. On a du mal à planifier le décès d'un pape. Et là, il y a deux solutions. Mais non, je vais étonner, je vais... Non, mais je parle pour les morts, il y en a aussi qui sont morts. Bon, donc on a du mal à planifier un certain nombre d'événements. Là, il y a deux solutions. Moi, j'enregistre parfaitement ce que vous nous dites. Il suffit que vous disiez à votre commercial ou à votre diffuseur qu'en aucun cas, dans ce type de situation, vous ne voulez recevoir d'ouvrage, que je peux parfaitement entendre, je comprends parfaitement ce que vous dites, donc vous ne l'aurez pas, et c'est votre choix, j'ai rien à dire par rapport à ça, donc il suffit que vous l'indiquiez, j'espère qu'il n'y aura pas de loupé, mais dans la majorité des cas, ça se passe bien, vous nous l'indiquez, je pense que c'est pareil chez les autres diffuseurs, et vous ne l'aurez pas, je comprends votre décision. On a aussi souvent des cas, je dois le dire, où on nous dit, pourquoi tu m'en as envoyé que 2 ou 3, j'aurais pu en vendre, je pense à beaucoup de cas, j'aurais pu en vendre beaucoup plus, donc c'est toujours extrêmement compliqué, mais pour répondre de façon pratique à votre question, il suffit que vous l'indiquiez à votre représentant ou à votre diffuseur, et vous ne les aurez pas. Enfin, je parle pour nous, mais je pense qu'au niveau des autres, c'est pareil. Juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a eu des engagements de bonne pratique depuis plusieurs années. Il me semblait que les cas devenaient plus rares. Pour ce qui nous concerne en tout cas, que ce soit hors office, les fameux offices spéciaux ou un titre ajouté à un office sans qu'on ait pu prospecter, on prend le temps d'appeler les libraires et en effet on a aussi des libraires qui nous disent de toute façon dans ce cas, je ne veux rien, tu le sais, tu ne m'appelles pas et on fait la commande au moment du réassort. Donc sauf inattention, il y a eu très peu de cas litigieux récents. Bonjour, Hélène Sereau, librairie au coin des Maupassants à Gap. On parle de maîtriser nos achats. Je pense que là, on se rend compte, on en parle depuis hier, qu'on a du mal à maîtriser nos achats parce qu'on est noyé. Donc je profite de vous avoir sous la main pour vous dire que de votre côté aussi, il y a peut-être un boulot à faire de tri avant de nous envoyer certains bouquins dont en fait on n'a rien à faire. Et je rebondis sur Hachette. Nous, on a eu un petit différend, donc on est une petite librairie de 70 mètres carrés. Le représentant se pointe vraiment en plein milieu de la journée, il ne prend pas du tout rendez-vous. Donc on est obligé, heureusement maintenant on est deux, de se dégager du temps. Et des fois c'est un peu houleux, ce qui a été le cas la dernière fois, puisqu'on nous a quand même dit que Hachette n'avait pas besoin de nous pour vivre. Voilà. Et donc, on avait expressément dit que le dernier Dan Brown, on en prendrait peut-être un, mais on ne l'avait pas confirmé. On en a reçu 16.
Bon, plusieurs points. D'abord, je trouve qu'effectivement, vous avez raison, un représentant doit prendre rendez-vous. Donc, je ne peux pas connaître les cas de l'ensemble des commerciaux, mais si vous voulez, on se voit tout à l'heure et on fait le point. Mais effectivement, un représentant doit prendre rendez-vous, ça me semble normal. Deuxième point, Hachette a besoin des libraires, et sur l'ensemble des commerciaux, là aussi, on n'empêche pas certains de raconter des histoires, que je vous dise. Troisième point, sur le fait que vous receviez trop de titres. Il y a deux types de situations. Il y a soit des notés qui sont pris entre les représentants et les libraires. Je pense qu'il n'y a pas de question par rapport à ça. Pour les autres, il y a soit des abonnements, soit des grilles d'office. Il y a de moins en moins de grilles d'office. Vous avez accès sur le site à l'ensemble des grilles d'office. Et si vous voulez les modifier, vous pouvez les modifier. Voilà. Les grilles d'office sont liées à des conditions commerciales, évidemment, mais vous avez la possibilité de les modifier. Il faut être clair, de temps en temps, les commerciaux ne sont pas les plus rapides pour modifier les grilles d'office. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à m'appeler, j'ai aucun problème pour ça. Bonjour, Clémence, librairie L'Arbre à lire à Paris. Et j'entends un peu tous ces discours sur comment nous apprendre à maîtriser et à se servir des outils qui sont à notre disposition. Mais nous, aujourd'hui, le problème, c'est pas tant l'outil que sa réactivité ou le temps qu'il nous demande. C'est-à-dire que là, j'entends, il y a un problème, appelez-nous, il y a un problème, reprenez vos grilles, revoyez-les, nous verrons. Moi, aujourd'hui, le problème, c'est que ma clientèle, elle vient nous demander de lui donner plus. Et plus, c'est faire de l'animation, faire de l'événementiel, créer autour de la librairie. Mais ça demande un temps énorme. Et quand on est deux dans une librairie, on ne peut pas à la fois passer sa journée à courir après nos représentants pour les rendez-vous, pour les offices non souhaités, pour reprendre les grilles et pour développer ce qu'on nous pousse à développer aujourd'hui, c'est-à-dire l'attrait pour la communauté qu'on vient servir. Et ça, en tant que petit libraire, nous, on est écrasés par ça. J'ai l'impression de travailler tout le temps, y compris ici, d'ailleurs, dimanche, lundi, et qui sont les jours où j'aurais moins lu, où j'aurais pas travaillé mes rendez-vous de représentants et revu mes grilles d'office. Et ça, pour nous, je trouve ça insolvable. Et l'idée, effectivement, d'avoir des outils qui nous permettent de gagner en temps, d'être moins chronophages, me paraît aussi quelque chose d'essentiel. Je voudrais juste rebondir pour en appuyer un peu plus. Je pense que, effectivement, on doit donner du temps aux libraires. Moi, j'en ai un peu assez d'être stigmatisée en tant que petite librairie qui n'arrive pas à maîtriser les chachas et les taux de retour. Je suis d'accord qu'il faut continuer à faire des bonnes pratiques. Je suis d'accord, bien entendu, qu'on doit s'améliorer. Mais je crois qu'il est temps qu'on ait effectivement qu'on fasse une vraie remise à plat du fonctionnement de la chaîne du livre dans une crise qui est importante. On a eu l'étude Xerfi à Lyon, moi j'y étais il y a 2 ans, qui a un peu bousculé la diffusion. Il y a eu des avancées, c'était bien, on a pu parler un peu différemment, mais le rapport qui nous a été montré hier montre bien que c'est de plus en plus pressant et qu'il faut vraiment faire quelque chose, à mon avis, de radicalement différent que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Bon, ça fait un blanc. Bonjour. Une réponse avant peut-être sur la question de la part de la diffusion. On vous passe la parole après. Bon, je ne vais pas commenter l'étude Xerfi, mais je vous invite simplement à consulter le rapport des premières assises de la librairie, qui n'était pas il y a 2 ans, mais au mois de juin 1990, et qui disait la même chose. Et alors, simplement, je ne nie pas qu'il y a un certain nombre de difficultés. D'ailleurs, tous les diffuseurs, tous les distributeurs ont pris un certain nombre de mesures. Mais j'ai un certain nombre de commentaires sur l'étude Xerfi, et je veux dire qu'il y a des points améliorés. Je pense que de dramatiser un certain nombre de points n'est pas le reflet de la réalité. Je veux dire que le poids de la librairie est toujours important. Et aujourd'hui, il me semble que la priorité est au niveau consommateur, parce qu'on a un concurrent. Vous avez un concurrent qui s'appelle Amazon, qui fait un certain nombre de choses au niveau consommateur. Et ce qu'a dit M. Moiti hier me semble absolument essentiel pour le développement et pour le maintien des parts de marché de la librairie. Ça me semble absolument clé. Et je pense qu'il y a un certain nombre de pistes à dégager à ce niveau également. Bonjour, je suis libraire en Belgique. Je voudrais partir de l'exemple inauguré avec Harmonia Mundi il y a peu de temps pour proposer une méthodologie souhaitable, en tout cas à mon niveau, un libraire qui emploie 3 personnes, qui vend
350-400 livres par jour. Harmonia Mundi m'envoie un lien avec un site que je feuillette avant le rendez-vous téléphonique avec le représentant qui n'a pas forcément le temps de venir me voir. Je trouve que j'ai un échange d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure sur rendez-vous avec ce représentant qui m'appelle depuis Arles. Je trouve que c'est intéressant parce que, bien entendu, on va au-devant des préoccupations économiques du distributeur, mais j'ai un contact. J'ai préparé à l'avance la recension des nouveautés, j'ai une trace. Ça veut dire que les libraires peuvent prendre connaissance des résumés des livres au même titre que moi. Je pourrais très bien, puisque dans la librairie, nous partageons les achats, je pourrais très bien avoir un rendez-vous du même ordre, ou une de mes collaboratrices pourrait avoir un rendez-vous du même ordre avec un autre représentant chez un autre diffuseur. Il y aurait la possibilité, comme le suggérait Madame Martel, de vérifier a posteriori les performances. Il y a, dans ce système, il y a la possibilité, comme disait Monsieur Lang, de passer moins de temps sur l'information sur les nouveautés et plus de temps sur le réassort et le travail de la vente du moment. Je pense que quand je parle de ça avec les représentants, ils ont évidemment peur pour leur emploi, mais que les diffuseurs doivent leur faire comprendre que du temps passé à agir sur les ventes plutôt qu'une information qui effectivement se délite puisqu'elle n'aura d'actualité que 2 mois plus tard, ça n'est pas menacer l'emploi des représentants. Voilà. J'ai très envie de travailler d'une manière plus rationnelle et donc sur base d'argumentaires que je posséderai avant la visite du représentant. L'exemple d'Harmonia Mundi est une solution, mais ce n'est pas la solution parfaite. Par ailleurs, j'ai entendu que vous avez tous réagi aux nouvelles dispositions Actes Sud. Ça prouve que nous sommes sensibles à des modifications, mais qu'il faut se concerter avant, prendre une décision ex cathedra et nous dire voilà nos préconisations, vous avez 48 heures pour réagir, est insupportable. Merci. Alors, nous allons être pris par le temps, parce qu'il faut que nous terminions impérativement à 11h ou pas trop tard. Donc on va une réponse, une dernière question et puis une conclusion de Laetitia sur l'observatoire. Voilà, simplement. Je pense que certains diffuseurs mettent à disposition, nous on en fait partie, les programmes de nouveautés dès le premier jour de prospection. Donc si vous le souhaitez, à condition que vous ayez un code d'accès d'Illicom, vous avez donc accès au programme de nouveautés. Et donc vous pouvez complètement modifier votre façon de travailler. Nous, c'est notre idéal, mais on ne se permet pas de modifier la relation qu'on a avec le libraire, puisque pour travailler, il faut avoir le temps, se dégager du temps, et en effet aussi avoir accès aux fameuses préconisations que le représentant, en revanche, lui, doit vous envoyer après les avoir travaillées. Donc ce mode de travail est tout à fait possible. Si vous avez un code d'Illicom, sinon on peut se débrouiller évidemment autrement. Si je peux simplement ajouter une chose sur justement ce qu'on était en train de se dire, sur les informations, surtout en littérature, si on peut les avoir en amont, il faudrait avoir des bonnes pages, peut-être le premier ou le deuxième chapitre sur le site, parce que avoir la 4e de couve ou l'argu du repré, c'est pas suffisant, parce qu'on n'a pas l'écriture de l'auteur. Et il faut qu'on puisse avoir l'écriture de l'auteur si on veut bien travailler avant. Et sur un chapitre ou deux, on est tous assez formés pour savoir qu'au bout d'un chapitre, le livre nous plaît ou on ne va pas le prendre. Mais un chapitre, c'est facile. Alors ça, c'est une évolution qui est facilitée par le numérique, puisqu'on peut essayer d'obtenir les épreuves un petit peu plus en amont, même partielle bien sûr, et sous une forme feuilletable pour vous. Donc en effet, nous sur le site, il n'y a pas encore les épreuves, mais on est en train de s'organiser pour vous les mettre à disposition chaque fois qu'on les a. Et on avance évidemment. Une dernière question dans la salle ? Oui, bonjour. Éric Dumas, j'ai une petite librairie à Tarascon. Pour reprendre peut-être un peu de manière différente ce qu'a dit Anaïs Massola, je voudrais juste qu'on arrive à se poser la question
comment la situation un petit peu difficile des librairies peut ne pas être seulement la cause de notre incompétence, de notre incapacité à s'adapter, de notre manque peut-être de vision sur l'avenir, et quels engagements les diffuseurs qui sont présents peuvent prendre un petit peu sur le long terme et pas seulement sur des mesures de court ou de moyen terme, sur plein d'éléments, peut-être sur les flux. La rentrée littéraire, avant on avait l'impression qu'elle était en septembre, maintenant il y en a une en septembre, en janvier, on a l'impression qu'on a une aussi en mars, en avril, enfin qu'on a une rentrée littéraire permanente qui nous noie sur des flux qui ne cessent jamais. La deuxième question, c'est comment sur le long terme, on a l'impression qu'on est sur une période de recentralisation, tout repart à Paris, les dépôts ferment, les représentants pour les petites librairies de niveau, je ne sais même pas si je suis niveau 2, 3 ou 8, en tout cas j'en vois pas, ou j'en vois parfois pour me parler d'une OP ou me dire fais ça, si tu en prends 130, tu auras une super échéance, mais c'est pas de ça, j'ai un peu envie de parler de livres aussi, et peut-être de plaisir de lecture à transmettre. Je n'ai pas l'impression que ça soit dans les objectifs à moyen et long terme de nos diffuseurs. Comment on arrive à rétablir à moyen et long terme une certaine égalité entre les réseaux de distribution? Ça a été évoqué dans le film qu'on a vu en préalable à notre discussion. Comment c'est possible qu'on ouvre des comptes chez Hachette à 28%, que moi je sois à 31,5%, que des grands groupes soit beaucoup plus, qu'on ait une multiplication des points de vente qui ont des meilleurs taux de remise alors qu'ils vendent du bricolage, enfin, toute une série de questions. Quelles sont les interrogations que vous, diffuseurs, vous posez? Je ne suis pas sûr que, évidemment, on a notre part à prendre dans ce travail de réflexion sur notre métier, sur sur nos objectifs et les moyens qu'on a à mettre en place. Mais vous quels sont vos projets? Quels sont vos projets de discussion avec nous, avec le SLF, avec les libraires? Comment on arrive à travailler tous ces points et comment vous y mettez? Merci. Alors, la question, c'est quelle perspective, en tant que diffuseur, on a à 3-5 ans, je vous laisse libre de l'échéance. Les libraires, chacun pris individuellement, peuvent avoir des difficultés, mais la librairie indépendante ou les librairies indépendantes, plus exactement dans leur ensemble, peut-être aussi à cause de leur fragilité ou leur besoin de marge, on va dire finalement assez sobre, fait plus que résister aux difficultés générales. Aujourd'hui, si vous regardez un peu finement, j'allais dire, l'activité, vous avez en effet Internet qui se porte bien, on sait pourquoi, pas seulement dans le livre, et puis les libraires indépendants. Et vous l'avez noté, ça a été dit tout à l'heure, certaines autres propositions de vente du livre, les enseignes dites à assortiment large, ont quelques difficultés. Donc, nous, c'est avec cette vision-là d'une librairie indépendante, paradoxalement par rapport aux commentaires assez fortes, que l'on travaille, puisque en tant que diffuseur, moi je représente des éditeurs et qui construisent leurs auteurs sur la librairie indépendante. Francis évoquait tout à l'heure en effet le cas des grands auteurs qui négocient, et en effet les grosses mises en place sont prêts envisagées, j'allais dire. Mais pour l'ensemble des autres auteurs et des auteurs premiers romans, etc., les libraires, vous savez très bien que c'est vous qui faites le travail. Donc nous, diffuseurs, on a une responsabilité, on ne peut pas tout. Il y a une part des coûts que vous subissez sur lequel on a peu de prise. Mais en effet, avec l'arsenal, j'allais dire, des conditions commerciales, on doit être capable de faire que demain, vous soyez divers, avec vos fragilités, mais bien costaud, j'allais dire, dans votre ensemble. Et c'est à partir de là qu'on travaille. Alors, ça fait partie de la rénovation, enfin, la rénovation du travail de représentant en fait partie. En effet, passons moins de temps sur les nouveautés, plus sur le réassort. L'idée, il faut que les différents compartiments des conditions commerciales vous permettent de faire le travail tel que vous le faites. Alors j'allais dire aujourd'hui, mais on sait que vous êtes affronté à une exigence nouvelle de vos clients.
puisque ces fameux clients évacuent, entre guillemets, leur corvée sur Internet, quelle qu'elle soit, et viennent chez vous trouver du choix et en effet de l'animation. Et vous avez un rôle commercial qui est aujourd'hui assez exigeant. Donc nous, en tant que représentants des éditeurs, on doit vous suivre sur ce chemin-là. Et moi, c'est plus qu'une conviction, puisque l'investissement que l'on fait en tant que diffuseur sur la librairie indépendante ne se dément pas, puisqu'on l'a renouvelé cette année. Et bien de mes confrères, enfin bon nombre de mes confrères sont sur cette ligne. Donc vous pouvez, individuellement les cas peuvent être, comment dire, discutables, vous avez des fragilités, mais dans votre ensemble, vous devez et vous existerez dans cet ensemble à 3 ans, puisque face à Amazon, vous êtes les seuls à proposer une alternative commerciale. Oui, je voulais dire 2 points par rapport aux questions que vous posez. Dans les difficultés que je vois aujourd'hui au niveau des libraires, je vois 2 types de difficultés. Les difficultés les plus importantes que l'on rencontre aujourd'hui sont les difficultés de trésorerie. Nous avons pris des mesures pour les librairies labellisées, pour avoir des crédits retour qui sont à 30 jours, pour essayer de répondre à ces problèmes de trésorerie de façon importante. Le deuxième type de difficulté que je vois, quand on voit l'évolution du poids des différents réseaux sur plusieurs années, et j'essaie de répondre à votre question, clairement, le réseau qui monte, c'est la librairie en ligne. Le réseau qui monte, c'est la librairie en ligne, et c'est donc le consommateur qui est en cause. Soyons clairs, ce n'est pas nous qui disons au consommateur, il faut aller acheter à tel endroit ou tel autre. Aujourd'hui, nous vendons tous le même livre, au même prix, le même jour. Le consommateur achète en moyenne dans 4 à 5 librairies différentes. Si vous ne savez pas pourquoi le consommateur vient ou ne vient pas chez vous, lui ne le sait pas non plus. Lui ne le sait pas non plus. Donc il y a un travail important à faire au niveau du consommateur pour trouver des éléments de différenciation. Et c'est une réponse importante par rapport à ce qui se passera dans la librairie en ligne, qui va être de plus en plus agressif. Et je pense, et ce n'est pas forcément facile, on peut en reparler, mais je pense que vous ne pouvez plus vous contenter de vendre qu'aux clients qui viennent chez vous. Vous devez aller chercher des clients, et ce n'est pas forcément simple, on est prêt à travailler avec vous là-dessus, pour aller chercher des clients, parce que d'autres le feront. Et c'est, il me semble, un point clé pour l'avenir, et on est ouvert à toute discussion à ce sujet. Alors, nous sommes très en retard, donc on n'a pas vraiment le temps de conclure. De toute façon, c'est plutôt une bonne chose. Je ne pense pas que ce sujet soit un sujet à conclure, bien au contraire, parce que ce qu'on a pu constater, c'est quand même que là, il y a un engagement de travail de part et d'autre, des questions, des demandes, des recherches, beaucoup d'évolutions ouvertes. Les diffuseurs élaborent des réponses, et puis de notre côté, bien entendu, l'Observatoire est un point extrêmement important, puisqu'il est censé nous apporter beaucoup d'indicateurs. Ça mettra du temps à se mettre en place, mais en tout cas, on espère que du point de vue de l'information détenue par les libraires, il sera extrêmement précieux. Merci à tous et merci aux participants.